Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce JT des médias spécial bilan de l'année 2015. Vous qui nous suivez chaque semaine sur Sport 365, il est temps de revenir sur ce qui a fait l'actualité de cette belle année 2015. On parlera des droits, on parlera des événements sportifs et des chaînes qui les diffusent, état de la situation et les enjeux à venir pour 2016 et au-delà. Pour vous éclairer, je reçois Grégory Massard, journaliste à Sport 365. Bonjour Grégory. Bonjour Maxime. Bonjour. Et on commence tout de suite avec un constat, on rentre dans le vif du sujet, le prix des droits des grands championnats européens de football flambe, sauf ceux de la Ligue 1. Ouais, c'est l'inflation permanente, sauf pour la Ligue 1, qui est un peu à la traîne. Évidemment, la première ligue réévaluée à 2,3 milliards par saison, sachant qu'en 1998, c'était seulement que 225 millions, donc multiplié par 10 en 17 ans. On voit que la Ligue 1 est un peu à la traîne. Oui, ce qu'on peut découvrir sur l'infographie qui est derrière moi. Alors on parle à côté de notre beau pays qui est la France, il y a un beau pays qui est l'Espagne avec un très beau championnat. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Liga ? Tout à fait. La Liga qui a été vendue là très récemment, c'est très chaud, c'est hot, à Movistar, à Orange, Vodafone et à Mediapro pour un montant de 988 millions d'euros par an. Donc il y a des droits qui continuent d'être vendus par des lots différents en Liga. Donc c'est un immense succès pour l'Espagne qui visait le milliard. Ici s'y approche donc. Il faut rappeler quand même qu'on peut également rajouter les 600 millions à l'étranger. Droits internationaux, voilà, bien ce qui sûr, porterait le total à 1,5 milliard pour la Liga. Petite nouveauté quand même, un match le samedi à 13h en Liga pour évidemment le public asiatique. Alors comment ils ont fait pour réduire cet écart avec la Première Ligue ? Je crois qu'ils ont opté pour une stratégie assez particulière d'ailleurs que les grandes ligues utilisent depuis longtemps. Exactement, un peu comme le fait la France en fait. La Liga a décidé de mutualiser, de centraliser les droits. Et c'est une première puisqu'il faut savoir qu'auparavant, en fait, en Espagne, chaque club négociait au cas par cas avec les diffuseurs. Voilà, ce qui faisait qu'au final, les droits espagnols n'étaient pas aussi élevés qu'à partir de la saison prochaine. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir comment se positionne du coup la Ligue 1 par rapport aux autres grands championnats européens. Quelle est la place de la Ligue 1 aujourd'hui ? On l'a vu, du coup, elle est à la traîne avec 750 millions. Seule la Bundesliga est derrière, on y reviendra tout à l'heure, mais on voit que même la Serie A est largement, on va dire, largement supérieure au championnat français. Est-ce qu'il y a une chance pour ce championnat de France de rattraper son retard et par quels moyens ? Malheureusement non, Maxime. Il faut savoir qu'en 2012, la Ligue 1 avait récupéré les droits jusqu'en 2016 pour 600 millions d'euros. Donc en fait, les diffuseurs devraient être actuellement en train de renégocier pour la période de 2016 à 2020. Sauf que M. Thiriez, donc le président de la Ligue, a décidé de surfer, de profiter de la guéguerre entre Canal+ et beIN pour, en 2014, avancer en fait, les droits de la Ligue 1, les anticiper de 2 ans. Et donc, du coup, en 2014, ont été réattribués pour la période 2016 à 2020 à hauteur de 750. Ce qui n'a pas été bénéfique du tout. Ce qui est une hausse plutôt pas mal, puisqu'on est passé de 600 à 750, sauf que par rapport aux autres championnats, on voit qu'on est à la traîne. Et le problème, c'est que maintenant, les droits ils sont figés jusqu'en 2020. Alors qu'actuellement, tous les autres championnats les réévaluent proche du milliard. D'accord. Alors, est-ce que la question, elle est très simple ? On a un beau championnat de France qu'on prend beaucoup de plaisir à regarder tous les week-ends, mais est-ce que cette Ligue 1, je veux dire, il y a eu le PSG, il y a eu Monaco, même si c'est un petit peu moins maintenant, est-ce qu'elle est sous-évaluée ? Alors, quand on regarde sportivement le résultat des clubs français en Coupe d'Europe, on peut dire que non. La Ligue 1 se bat actuellement au classement UEFA avec les championnats portugais et russes. Donc, au final, le montant de 750 millions d'euros, largement inférieur à la Première Ligue et à la Liga aujourd'hui, légèrement inférieur à la Serie A, on voit que finalement, c'est sportivement assez crédible. On en vient à la Bundesliga, qui est le seul championnat actuellement inférieur à la Ligue 1. Mais il faut savoir que le modèle économique de la Bundesliga est un peu particulier. L'excellente santé financière des clubs allemands leur permet de ne pas être dépendants des droits télé. Ouais. Et c'est pourquoi les droits sont si faibles. Mais il faut quand même, attention, un petit bémol. À partir de 2017, on parle quand même d'une Bundesliga à 1 milliard, ce qui ferait finalement la Ligue 1 très loin derrière les 4 autres championnats. Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria sont quand même des grosses vitrines dans le monde. Comment s'exporte la Ligue 1 aujourd'hui ? Elle s'exporte mal. Et c'est vrai, malgré le PSG qui devrait être un produit d'appel à l'international, elle s'exporte mal à hauteur de seulement 80 millions d'euros par an. Ouais. Juste à titre comparatif,
la France a acheté les droits de la Première Ligue entre 100 et 120 millions, juste pour le championnat anglais, alors que la France ne vend son championnat à tous les pays du monde qu'à hauteur de 80. C'est-à-dire qu'on vend moins bien la Ligue 1 au monde entier qu'on l'achète juste la Première Ligue. Et on l'a bien compris, on est figé jusqu'en 2020. Alors si vous voulez bien, Grégory, on va passer tout de suite aux événements sportifs et aux grands mouvements qu'il y a eu cette année. Et vous allez nous parler tout de suite du principal coup de tonnerre qui a eu lieu assez récemment d'ailleurs. Oui, c'est la Première Ligue qui quitte le groupe Canal+ pour aller sur le groupe Altice et la chaîne Ma Chaîne Sport. C'est un coup de tonnerre, c'est à partir de la saison prochaine, oui, parce qu'effectivement, Canal+ ne s'attendait pas, je pense, à perdre la Première Ligue, et encore moins face à un acteur entrant, un nouvel acteur dans le monde des grands droits du football. Et surtout, la question de l'avenir de Canal+ Sport, la chaîne Canal+ Sport se pose, puisque c'était une chaîne dédiée au football anglais qui diffusait chaque week-end entre 5 et 6 matchs de Première Ligue, donc à suivre. Je crois que Canal+ l'a un peu mal pris parce qu'ils ont pas tardé à réagir. Oui, ils ont répliqué immédiatement avec les droits de la finale de la Ligue des Champions en clair. On sait que la finale des Champions est diffusée sur beIN, mais elle doit être également codiffusée en clair. Ouais. Et donc cette finale sera diffusée sur D8, une chaîne du groupe de Canal. Elle disparaît donc de TF1. D8 qui récupère cette finale. Alors à savoir qui va commenter ce match. Est-ce que c'est le présentateur de Canal+, Grégoire Mangoton, ou le présentateur de D8, Alexandre Delperrier. Et nous, on a notre petite préférence ici chez Sport 365, puisque vous pouvez retrouver Alexandre Delperrier tous les jours dans l'Access de 18h à 19h30. On a beaucoup parlé football, Grégory, pour l'instant, mais est-ce qu'il y a des changements dans le rugby? Oui, très rapidement. Donc, le rugby qui reste sur Canal+ en janvier, jusqu'en 2019, Canal+ a conservé l'Euro Top 14, tout comme également les droits de la F1. Jusqu'en 2017, en étant notamment cette année élu le meilleur diffuseur à l'international de la F1. Donc plutôt un prix sympathique pour Canal+, qui va redorer peut-être leur image. Alors quand on fait le bilan de cette saison, effectivement, il y a une question qui se pose. Est-ce que Canal+ est le grand perdant de cette saison? C'est la perte de la Première Ligue. Ils diffusent que quelques matchs de Ligue 1, alors qu'il faut remonter à 2012. En 2012, ils avaient tous les grands championnats européens. Si on regarde par rapport au passé, oui, ça s'est un peu affaibli. Et juste sur cette année. Maintenant, pour moi, sur cette année, ils ne sont pas ni gagnants ni perdants. Il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, quand même, ils gagneront un match de Ligue 1 en plus. Ils diffuseront 3 matchs de Ligue 1 chaque week-end. Canal+, qui peut s'appuyer désormais sur CanalSat, bien sûr. Qui diffuse au final en exclusivité. Oui, il diffuse Eurosport en exclusivité. Il diffuse également Ma Chaîne Sport. Il diffuse également beIN Sport. Est-ce qu'on peut imaginer un beIN Sport en exclu sur CanalSat? Ça pourrait être une stratégie, effectivement, mais en même temps, on pourrait pas... Par le passé, ils ont quand même avalé leurs principaux concurrents. Ce serait très intéressant pour Canal, justement, avec cette stratégie de conforter et de renforcer le bouquet CanalSat. Ça atténuerait un peu cette perte d'image et surtout cette baisse des droits depuis plusieurs années maintenant. Alors pour conclure sur les grands événements sportifs, sur les grands mouvements des événements sportifs qu'il y a eu cette année, on va parler des Jeux Olympiques. Il y a eu du nouveau cette année. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On peut conclure effectivement avec les Jeux Olympiques qui sont détenus par France Télévisions à hauteur de 40 à 50 millions par événement. Sauf que afin d'atténuer un peu le coût de cette acquisition, sans mettre en péril ses audiences, France Télévisions a cédé, une licence avec Canal+ pour codiffuser en intégralité les Jeux de 2016 à Rio et de 2020 à Tokyo. Donc ces deux JO seront codiffusés en intégralité par France Télévisions et par Canal+, qui du coup aussi ça aide le groupe Canal+ à se réveiller. Alors si vous le voulez bien, Grégory, on va parler de l'équipe 21. Maintenant, vous qui nous suivez dans le JT des médias chaque semaine, on vous relate l'acquisition de droits de l'équipe 21. D'ailleurs, c'est un peu la surprise de cette année, l'équipe 21 qui acquiert des droits. Alors, la question c'est, est-ce qu'ils ont une vraie stratégie pour devenir une grande chaîne qui diffuse des événements sportifs, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite contrainte légale que nos téléspectateurs ignorent? Alors, c'est très intéressant le cas de l'équipe 21 dont on va parler maintenant. Il faut savoir que le 21 juillet 2012, le CSA accorde le canal 21 de la TNT à l'équipe. Donc, c'était un moment très fort pour le groupe. Sauf que le 3 novembre dernier, le CSA a mis en demeure l'équipe 21 pour sous-représentation, en 2014, des retransmissions sportives prévues dans la convention signée avec le CSA. Ils font trop de plateaux par rapport au direct. Trop de magazines et pas assez d'événements sportifs.
Désormais, l'équipe 21 diffuse de nombreuses compétitions, comme le championnat de Russie, comme la Coupe du monde de biathlon, la Pro A, la Coupe du Portugal. Mais qui regarde la Coupe du Portugal Alors, de football? Non, mais je dirais que pour moi, c'est plus une stratégie qu'une contrainte de la part de l'équipe 21, qui a commencé déjà l'acquisition de ses droits dès janvier de cette année, avec le championnat de rallye WRC. Également, ils se sont positionnés sur le hockey, que ce soit la Ligue Magnus ou la Coupe de France de hockey. Ils ont renforcé leur partenariat avec la Fédération française de hockey jusqu'en 2018. Ils ont également un pied dans le cyclisme avec le Tour de Suisse. Donc pour moi, c'est plus une stratégie qu'une véritable contrainte de les obliger à diffuser. D'accord. On passe tout de suite à une autre thématique, c'est le sport en clair. Quand on était petit, Grégory, enfin moi en tout cas quand j'étais petit, hormis la Ligue 1, on pouvait regarder le sport sur les grandes chaînes nationales. Sur TF1, sur France Télévisions. Alors justement, si on prend l'exemple de TF1, quel avenir, dans quelle stratégie TF1 peut s'inscrire sur la thématique du sport en clair? Clairement, TF1 disparaît peu à peu du PAF sportif pour une raison simple. Ils font moins d'audience avec du sport qu'avec leurs séries, leurs films ou leurs émissions de variété. Sauf pour les grands événements, là, ils continuent d'investir sur la Coupe du monde de foot ou de rugby. Mais voilà, ils n'ont pas un public qui leur permet de suivre au quotidien le sport. Grand moment média cette année, TF1 vendu Eurosport à Discovery, 491 millions d'euros. Très rapidement, est-ce qu'avec cette manne d'argent, ils peuvent se repositionner dans le sport? À long terme, oui. À court terme, non. Je pense qu'il faut du temps en fait, pour un média, même pour un géant américain, d'intégrer le marché des droits sportifs. C'est très compliqué. Il faut investir massivement, un peu comme l'a fait beIN Sport en arrivant en 2012. Voilà. Mais c'est compliqué, on le voit avec Altice qui achète la Première Ligue. Voilà, il faut faire des coups de temps en temps, mais ce n'est pas suffisant sur la durée. Il faut plus avoir une stratégie long terme. France Télévisions, le plus grand terrain de sport, c'est un autre cas intéressant en clair, effectivement. Alors, France Télévisions n'est plus le plus grand terrain de sport, mais pour la chaîne publique, c'est un peu différent. C'est plutôt en termes d'acquisition des droits qu'il faut réfléchir. L'État restreint chaque année le budget du groupe. Ils n'ont plus la capacité d'acquérir des droits qui flambent. Donc ils se positionnent plutôt sur des événements, on va dire, internationaux de grande ampleur, comme les JO, comme Roland-Garros. Le Tour de France. Ou le Tour de France, voilà. Donc qui s'exporte très bien. Ils ciblent, voilà. À mon avis, c'est une stratégie vraiment de cibler les grands événements plutôt que d'acquérir des droits chers et finalement peu rentables pour eux. C'est la fin de ce JT des médias spécial bilan de l'année 2015. Merci à Grégory d'être venu en plateau pour nous éclairer.